Pourquoi Trump se met sous cette influence-là? C'est quoi en fait le club des technofascistes en herbe là? Qu'est-ce que ça veut dire cette scène lunaire aussi d'allégeance qu'on a eue des géants de la tech à la politique de Donald Trump? Est-ce qu'on peut faire le portrait robot et que vous nous donniez quelques figures emblématiques de ce technofascisme à l'œuvre? Qu'est-ce qui permet de raccrocher ce qui se passe aux US finalement à du fascisme tel qu'on le connaît historiquement? Mais vous nous parlez d'un nouveau régime où l'autorité s'administre comme un service. Concrètement, si tu peux nous donner un exemple emblématique pour qu'on comprenne bien. Est-ce que finalement on parle d'une nouvelle forme d'utopie ultra-libérale ou est-ce qu'on peut même parler de sécession antidémocratique? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. À quoi reconnaît-on le technofascisme et quelles conséquences peut-on en observer dès aujourd'hui sur nos démocraties? Bonjour, je suis Nastasia Adjadji. Bonjour, je suis Olivier Tesquet. Retrouvez-nous dans Trench Tech pour parler de technofascisme avec notre dernier ouvrage Apocalypse Nerds. You're in no position to dictate what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. Right now, you don't We're have to playing serious cards. mission. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Salut à toi, et puis aussi à toi. Je suis Cyril Chaudois et jamais sans mon co-host préféré, Mick Lévy. Salut Cyril, bonjour à tous. Et eux aussi, ils bossent en binôme. Oui, c'est fantastique, Mick. Comme nous, ils sont un peu comme les deux doigts de la main. Au passage, je n'ai jamais compris cette expression, puisque perso, j'en ai 5, à moins que ce ne soit une hallucination de l'IA. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. Hein. Décidément. Ouais, c'est vrai. On va le voir dans cet épisode d'ailleurs. Bref, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, non pas une invitée, mais deux. Nastasia Adjadji et Olivier Tesquet, tous deux journalistes et co-auteurs d'Apocalypse Nerds, leur dernier ouvrage dédié au technofascisme est paru aux éditions Divergence. Dans quelques jours d'ailleurs, le 19 septembre, pas nous mal. enregistrons cet épisode le 4 septembre. Trench Tech est sur l'actu, c'est pas toujours le cas, on aime bien avoir le temps de recul, mais là on est sur pile poil l'actu de la sortie du livre, c'est vraiment top. C'est très rare, mais ça nous tenait à cœur. Bonjour Nastasia et Olivier. Bonjour. On se tutoie dans Trench Tech, est-ce que c'est ok pour vous? Allô. Ça me va. Bon, super. Trop bien. L'éthique de Trench Tech est sauve. Une fois de plus. Toujours. Je fais rapidement les présentations. Nastasia, tu es journaliste et chroniqueuse pour de nombreux titres de presse comme Le Monde, Libération, Ouzbek Erika, qu'on adore d'ailleurs, mais aussi pour Trax sur Arte, qui a bercé mon adolescence. J'imagine que tu n'étais pas encore là à cette époque-là. Mais ce n'est pas tout. Tu œuvres également aux côtés de quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on apprécie particulièrement ici dans Trench Tech, Gérald Olubowicz, puisque vous éditez ensemble Sint, ou Sint, j'ai jamais su bien le prononcer. Disons Sint. Allez, Sint, qui est donc un média à tendance technocritique et dans lequel on retrouve aussi d'autres noms bien connus de nos services, comme Mathilde Saliou ou encore Louis de Diesbach. On les embrasse tous les deux. Alors, économie numérique, technopolitique et culture web, ça c'est pour tes spécialités. J'ai bon? Tout à fait. Parfait. Olivier, alors tu es chauve et barbu comme moi, mais ça c'est anecdotique. Tu es journaliste à Télérama, à la cellule Enquête, et tu es un spécialiste de la surveillance technologique et plus globalement de l'économie de surveillance. Tu as d'ailleurs publié plusieurs essais sur ce thème, dont le remarqué État d'urgence technologique, paru en 2021 aux éditions Premier Parallèle. Correct? Parfait. Oh, bravo. J'ajoute un truc, c'est que j'ai aussi bien un premier essai sur les cryptos. Enfin, chez Divergence déjà. Exactement, sur les cryptos aussi. Ouais, tout ça aux éditions Divergence, donc vous retrouverez ça sur le site de l'éditeur. You don't have the cards. Wow. Ouais, je déroge à la tradition avec cet extrait qui n'est pour une fois pas tiré d'un film, mais d'un fait d'actu, peut-être même qui sera présenté un jour comme un fait d'histoire. Une rencontre politique entre Zelensky et Trump qui avait pourtant tout de la fiction. Le camp du bien qui cache en son sein un salaud, qui prend au piège le héros, là où le spectateur attendait un dénouement heureux, forcément, un happy end à l'américaine. Un deus ex machina, en somme, qui sent un peu le renfermer, logique pour un conservateur, mais qui n'est pas sans évoquer le changement d'atmosphère que nous sommes tous en train de vivre. Un parfum de fin de règne et de figures divines, au pluriel, qui nous promettent de tout disrupter, à commencer par notre démocratie représentative. Fatiguée, dysfonctionnelle, corrompue, enfin, ajoutez l'adjectif qui vous ira, qui veut tuer son chien l'accuse bien d'avoir la rage.
Et entre ce vieux L'expression. monde, tu la connaissais pas? Non, elle est bien. Bah, Je vais la écoute, réutiliser tu dans vas ma apprendre à famille. la Ils sont connaître. très chiens, ça, ça va être bien. Et entre ce vieux monde que certains voudraient voir mourir et le nouveau qu'ils voudraient nous vendre, oui, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, pour paraphraser Gramsci. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. À quoi reconnaît-on le technofascisme et quelles conséquences peut-on en observer dès aujourd'hui sur nos démocraties? Au cœur de cet épisode, vous découvrirez aussi une toute nouvelle chronique, Mémoire vive, de Laura Siboni, qu'on a beaucoup de joie d'accueillir et C'est qui vous canon. montrera désormais les parallèles que l'on peut faire entre mythe et technologie. Et restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, car comme vous le savez peut-être, débrieferons, Nick et moi-même, des grandes idées que Nastasia et Olivier auront partagées avec nous. Allez, c'est parti pour le grand entretien Apocalypse Nerds, les dessous d'un technofascisme qui s'installe. Vous êtes bien dans Trench Tech, oui Mick, et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors écoutez, moi la dernière fois que j'ai fait un post LinkedIn où j'ai osé utiliser le mot technofascisme, je me suis fait traiter de complotiste et surtout de révisionniste en m'expliquant que je voulais faire du sensationnalisme en utilisant ce mot fascisme. Vous permettez directement de l'utiliser, c'est le terme clé, on pourrait dire, de votre livre. Est-ce qu'il n'est pas un peu galvaudé à votre sens? Qu'est-ce qui permet de raccrocher ce qui se passe aux US finalement à du fascisme tel qu'on le connaît historiquement? Alors déjà, le terme de fascisme, que ce soit un mouvement ou un régime, il n'est pas entré en glaciation à l'issue du XXe siècle, où il s'est exprimé, comme on le sait, à travers d'une part l'expérience de Mussolini dans l'Italie des années 20-30 et ensuite eh bien, le Reich avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. C'est une réalité qui mute, qui n'est pas figée. En réalité, le fascisme, c'est peut-être même un processus. C'est en tout cas ce que nombre d'historiens spécialistes de la question, qu'on pense à Robert Paxton ou à Zev Sternel, qui a beaucoup travaillé aussi sur la permanence de certaines caractéristiques du fascisme, en particulier en France, eh bien, ces historiens convergent vers l'idée que le fascisme, il n'est pas arrêté à des périodes historiques, il est finalement toujours en train de se déplacer, de muter et de se transformer. Et donc, le postulat qu'on fait, nous, dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, la technologie comme secteur économique, mais aussi comme entreprise politique, de façon de plus en plus explicite, contribue finalement à eh bien, faire muter cette dynamique de fascisation jusqu'à des expressions qu'on a pu voir de manière extrêmement forte et claire dans l'actualité depuis janvier 2025, donc, et le deuxième mandat de Donald Trump. Mais petit point de précision. Quel parallèle on peut faire entre ce qui se passe là aux US et le fascisme dans une idéologie qui a muté, certes, mais du coup, voilà, quel est le parallèle? Qu'est-ce qui revient finalement? Je vais laisser Olivier répondre sur ce point parce qu'on a bien conceptualisé en fait ce qu'est le technofascisme, et en particulier, c'est Olivier qui a travaillé là-dessus. Alors Olivier, dis-nous. En fait, alors déjà, effectivement, le terme, il est piégé. Je pense que c'est la catégorie politique peut-être la plus commentée du XXe siècle. On a eu des débats entre nous pour être totalement transparents sur l'utilisation de ce terme. Il faut dire aussi quand même qu'il n'y a pas de consensus, même chez les historiens. Hein. C'est une controverse historiographique pour borner temporellement le fascisme, le définir. Est-ce qu'il y a un fascisme ou des fascismes? Voilà, on s'inscrit aussi dans cette controverse historiographique sans être historien, ce qui permet de se dépêtrer un peu de tout ça. Là où il y a une vraie continuité, si je reprends par exemple les définitions qu'en donne, que ce soit Zev Sternel ou que ce soit un historien britannique qui a énormément travaillé sur la question, qui s'appelle Roger Griffin, c'est que dans le fascisme, il y a deux caractéristiques assez majeures, on va dire, qui sont d'un côté une contre-révolution anti-moderne. Alors, dit comme ça, vous allez me dire, mais attendez, technofasciste, anti-moderne, il y a quand même quelque chose qui colle pas. Alors, anti-moderne, contre la modernité politique, pas la modernité technologique. Alors, je vais la faire très question simple. de progressissime aussi derrière cette modernité ou pas? Le wokisme, GPT, oui, voilà, on va le synthétiser comme ça. Et puis ensuite, ce qui est peut-être encore un marqueur encore plus fort et encore plus transversal des différents fascismes à travers l'histoire, c'est la volonté de régénération, vraiment Roger Griffin parlait de palingénésie, c'est le retour à la vie en grec, parce que vous avez une civilisation qui est menacée, sur le point de disparaître, et donc il y a cette obsession de la régénération par la purification. Et ça, on aura l'occasion d'en rediscuter au cours de l'interview. C'est une obsession très très forte et très centrale chez les joyeux individus. Et je rajouterai en complément,
aussi un des ferments historiques du fascisme dans le sillage de cette idée de régénération, d'une communauté fantasmée comme étant en déclin ou menacée, ça reste l'obsession raciste, le ferment ethno-racial, et qui est aussi une caractéristique très très forte des fascismes historiques que l'on retrouve aujourd'hui très clairement dans le logiciel politique techno-réactionnaire, techno-fasciste. Exemple paradigmatique de ça, et je pense qu'on va en reparler dans le détail, mais je le pose ici pour illustrer cette obsession ethno-raciale. Les milices politiques aux États-Unis, l'ICE, la milice politique qui opère des rafles dans les populations immigrées ou perçues comme telles, c'est un exemple de technofascisme sur cet axe ethno-racial. Ouais, le fameux ICE qui a fait l'actualité encore cet été d'ailleurs à Washington en particulier. Mais pour finir de crever l'abcès entre guillemets sur cette définition et pour éviter des débats qui pourraient avoir lieu sans nous une fois qu'on aura écouté ou visionné cet épisode, on pourrait aussi penser que dans technofascisme, il y a presque finalement une continuité, un dommage collatéral ou un effet pervers, disons, du capitalisme technologique, que c'est simplement ça, c'est le capitalisme technologique poussé à outrance avec cette volonté d'une nouvelle élite de patrons de la tech de prendre le pouvoir à la place de ceux qui étaient déjà en place. Bon là, avec ce que vous nous dites, avec des mots qui sont très forts, on sent qu'il y a quand même une idéologie qui est un tout petit peu différente, avec cette intention d'eugénisme aussi parfois, tout ce qui sent un petit peu le renfermer, comme je disais en intro. Donc est-ce que oui ou non, c'est quand même une forme d'effet pervers du capitalisme technologique qui nous amène à ce technofascisme aujourd'hui ou pas? Je vais donner un élément de réponse. Si on regarde l'économie politique, le fascisme a toujours été articulé à des évolutions, ou en tout cas c'est toujours présenté comme un remède politique à une crise du capitalisme, à tous les endroits de l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que le régime d'accumulation capitaliste est en crise. Ça se voit à plein d'endroits, et les technologies se présentent comme, le secteur technologique se présente comme aussi une espèce d'avant-garde pour donner des solutions à cet état de crise d'accumulation. Et du coup, l'IA, si on prend l'exemple de l'IA, c'est un peu la solution toute faite pour vous dire on va vous emmener dans un nouveau cycle d'accumulation sans limite, et donc un nouveau cycle du régime capitaliste. Donc, est-ce qu'il y a une articulation entre fascisme et capitalisme? Oui, évidemment, je le répète, le fascisme se présentant comme un remède à une situation de crise hégémonique, dirait Gramsci d'ailleurs, du capitalisme. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec le côté effet pervers, parce que effet pervers sous-entendrait qu'il y a un dérèglement, là où je pense qu'il y a quand même une articulation plus qu'un dérèglement. Je compléterai juste rapidement là-dessus sur l'accouplement, on va dire, entre des élites politiques fascistes et des élites économiques. Pour le coup, c'est l'histoire, y compris des fascismes européens du XXe siècle. J'ai derrière moi un petit livre d'Éric Villard, qui n'est pas le bon, mais qui avait écrit L'Ordre du jour, où on voit cette réunion entre les grands patrons, enfin le patronat allemand dans les années 30, au moment de la montée en puissance du nazisme. Il faut se rappeler que le fascisme, originellement, alors là aussi je reparaphrase un peu Ziv Sternel, mais l'idée c'était, dans une espèce de contre-révolution antisocialiste, anticommuniste, de non plus abattre la bourgeoisie, mais la mettre au service de l'économie. C'est la fameuse devise de Carl Schmitt, État fort, économie saine. Donc, à mes yeux, on est vraiment là-dedans. Et l'allégeance prêtée par tous les grands patrons de la tech, sitôt Trump réélu, est un symptôme assez fort de cet alignement c'était un moment entre marquant, des élites de la tech et un pouvoir qui est de plus en plus fascisant. Donc là, ce que vous nous dites, en fait, juste pour prendre un tout petit cran de recul, c'est qu'on est bien face à un projet idéologique totalement assumé, quasi programmé finalement, planifié, et pour lequel ils se servent de la tech comme étant un moyen supplémentaire qui va permettre cette mise en place de cette idéologie. C'est bien ça, hein? Non, je ne le formulerai pas ainsi. D'accord. Déjà, ils ne se servent pas de la tech, puisque la tech est motrice et actrice. Il n'y a pas d'instrumentalisation, me semble-t-il, de la tech, et la tech est historiquement motrice. Je me réfère à un excellent petit livre de Sylvie Laurent sur la contre-révolution californienne, qui explique qu'il n'y a pas une conversion récente
de l'élite de la tech. Alors certes, il y a eu des images très parlantes avec les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos qui font allégeance à Trump. Mais cette allégeance-là des grands patrons qui date, on va dire, qu'on a envie de dater à 2025, en réalité, elle a une historicité bien plus ancienne, qu'elle fait remonter en partie aux années 40 avec les premiers grands ferments libertariens qu'on trouve en Californie, dans la Silicon Valley, et puis dans les années 60 de manière très nette, avec une grande partie de ces élites technologiques qui se convertissent. Donc ce que tu me dis là, c'est encore pire que ce que je disais avant. La tech n'est pas seulement un moyen, elle est vraiment au cœur du déroulement de cet agenda idéologique. Et justement, là tu viens de commencer à évoquer cette élite que vous décrivez d'ailleurs dans le livre. Alors j'en profite pour dire que donc le livre n'est pas encore paru, mais vous le reconnaîtrez facilement. Il est tout jaune comme moi, donc j'ai mis un polo à la couleur de votre bouquin pour qu'on le repère plus facilement. C'est classe de s'habiller en fonction de la couleur. Il va falloir que je diversifie ma garde-robe pour les autres bouquins, mais bon, c'est comme ça. Et donc dans ce livre qu'on a eu la chance de pouvoir lire avant, vous parlez d'aristocratie cognitive, d'élite finalement intellectuelle qui se présente comme ça d'ailleurs, pour toutes les raisons que vous allez nous évoquer dans un instant, mais qui veut optimiser le monde. Est-ce qu'on peut faire le portrait robot de cette élite? Parce que précisément, vous venez d'évoquer ces patrons qui font allégeance à Trump, mais in fine, dans tous les profils, toutes les figures de ce technofascisme, on a quand même l'impression qu'il y a pas mal de mecs derrière qui soufflent aussi l'idéologie à Trump, voire ses successeurs, J.D. Vance en particulier. Est-ce qu'on peut faire le portrait robot et que vous nous donniez quelques figures emblématiques de ce technofascisme à l'œuvre? Ouais, alors sur le portrait robot, déjà, vous aurez remarqué qu'il y a peut-être une surreprésentation d'hommes dans notre galerie de Je crois que c'est clair. Voilà, on a quand même, c'est un dénominateur, c'est le plus grand dénominateur commun, on va dire. Ensuite, ce qui traverse un peu ce mouvement technofasciste, et ça rejoint ce que disait Nastasia sur le ferment racial de ce projet-là. C'est une obsession pour l'intelligence, une obsession pour le QI. Je reprends la définition qu'en donne Curtis Yarvin, qui est une espèce d'intellectuel organique dont on parle beaucoup dans le livre et qui donnait encore là récemment une interview à Philosophie Magazine, et où il expliquait ce qu'était pour lui la méritocratie. En fait, la méritocratie, pour lui, c'est les plus gros cerveaux, en fait. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont plus armés dès le départ, donc il y a une injustice profonde qu'il assume parfaitement. Donc il y a cette obsession-là, qui est une vieille obsession, hein, c'est-à-dire que là aussi, quand tu prends une histoire un peu longue de la Silicon Valley, l'un de leurs livres de chevet, c'est un bouquin qui s'appelle The Sovereign Individual, l'individu souverain. Alors on a longtemps retenu la dimension libertarienne du projet, c'est-à-dire l'individu souverain par rapport à l'État, l'individu émancipé, libéré de la politique, qui s'échappe de la politique, ce qui est là aussi un dénominateur commun de toutes ces figures-là, au premier rang desquelles, quelqu'un sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, parce qu'il est central, c'est peut-être même le plus central, qui est Peter Thiel, dont l'ambition depuis le début est justement de trouver des moyens d'échapper à la politique, parfois en faisant ou en finançant la vie politique. Et puis ensuite, il y a cette obsession, qui d'ailleurs est un des titres d'une 3 parties du livre, qui est de franchir, de repousser les limites, biologiques du corps humain, de repousser les limites cognitives, de repousser les limites spatiales, toujours dans des stratégies, voilà, à la fois des stratégies d'accumulation et un trait de caractère qui est aussi une caractéristique des régimes fascistes, qui est une volonté un peu impériale, quoi. C'est-à-dire, et on le voit bien d'ailleurs dans le Trump acte 2 est quand même la manifestation la plus frappante de ce désir-là, qui est d'imposer au monde ces règles du jeu. Ouais. On va revenir effectivement sur ce triptyque que vous utilisez pour décrire comment s'installe, quelles sont les caractéristiques en somme et comment s'installe, se diffuse, se propage le technofascisme. Sur cette idée d'une élite intellectuelle qui devrait prendre le pouvoir, il y a aussi tout un tas d'images qui nous reviennent en tête, de sélection, d'eugénisme, on en parlait tout à l'heure, et puis vous le réévoquerez tout à l'heure justement dans cette mouvance un peu aussi Tess-Krill. Donc les figures emblématiques, si on résume, donc Peter Thiel qu'on évoque assez régulièrement dans Trench Tech. Alors par contre, il y a des noms qu'on n'a jamais évoqués ici, et votre bouquin en est truffé, et c'est assez enfin, je veux dire, c'est une enquête qui est vraiment très très poussée. Donc tu as parlé de Curtis Yarvin, on pourrait mentionner qui d'autre, Nick Land. Enfin, c'est quoi en fait le club des technofascistes
En herbe, là. Nick Land, effectivement, c'est une En herbe. figure intéressante parce qu'il vient beaucoup moins à l'esprit et en réalité, il est véritablement majeur dans cette pensée-là, puisque Nick Land, c'est un des premiers théoriciens d'une matrice qui est aujourd'hui quasiment une orthodoxie dans la Silicon Valley, qui est l'accélérationnisme. Nick Land, à la différence de ses homologues qui sont américains ou germano-américains ou originaires d'Afrique du Sud, comme Elon Musk. Tu préciseras, pardon, juste accélérationnisme pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais l'expliquer justement. Nick Land, il est britannique. C'est un philosophe, il a fait de la philosophie politique, il a pendant plusieurs années tenu au sein de l'université de Warwick, aux côtés d'autres personnes, dont une femme qui est un peu passée à la trappe dans cette histoire-là, qui s'appelle Sadie Plant, une unité un petit peu de réflexion sur la cybernétique et sur le futur de l'humanité. Et en fait, dans cette unité qui s'appelait le CCRIO, le Centre de recherche pour la culture cybernétique, sont nés une majorité des concepts qui sont aujourd'hui employés par nos technofascistes, dont l'idée d'accélérationnisme, qu'il emprunte aussi quand même à Nietzsche, puisque c'est un philosophe à la base, et aussi tout un tas de réflexions sur l'humanité cyborg, sur la conquête spatiale, sur l'immortalité également. Donc toutes ces réflexions... Il faut rappeler peut-être qu'à l'époque aussi, ils étaient tous sous acide ou je sais pas quoi, quand ils vivaient sur ces machins-là. Les amphétamines, là où l'acide est peut-être... Les amphètes, voilà. C'était pas dans la même famille. Okay. Tu nous as pas dit accélérationnisme, du coup, c'est quoi? Parce que c'est au cœur donc de l'idéologie, donc faut qu'on le comprenne bien. L'accélérationnisme, tel que pensé par Nick Land, c'est cette idée qu'il faut, entre guillemets, faire la pédale au plancher du système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui, accélérer tous les curseurs du capitalisme technologique, libérer l'innovation technologique jusqu'à son maximum, déréguler absolument tout ce qui touche à l'innovation technologique afin d'arriver à un point de rupture. Donc, on va accélérer la rupture pour faire advenir un nouvel ordre. Une idée d'ailleurs de cette bascule rupture-nouvel ordre qu'on retrouve chez Peter Thiel lorsqu'il parle d'apocalypse. Voilà. Donc, c'est ça l'accélérationnisme. Au lieu de décélérer, de décroître, un logiciel qu'on va retrouver chez une certaine gauche critique, on va au contraire accélérer. Et en ça, les technologies sont instrumentales, mais aussi les technologies ont le pouvoir de faire advenir cet ordre nouveau qui ne sera pas chaotique, mais bien un ordre d'abondance. Et ça, c'est cette idée qui est au cœur de la philosophie accélérationniste qu'on retrouve aujourd'hui dans la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a une autre figure clé à avoir en tête sur laquelle vous revenez dans le livre? Curtis Yarvin, donc du coup, c'est un programmeur. C'est un programmeur informatique qui est devenu blogueur, alors blogueur graphomane, et alors lui vraiment très cryptique, verbeux, logoréique, vraiment. Alors je préviens les gens qui nous regardent. Ça donne envie de le lire. Curtis Yarvin est une expérience pénible. C'est une expérience pénible parce que c'est très intéressant, je trouve, dans le on va dire le logiciel technofasciste. Alors il y a plein de gens qui vont vous dire mais Curtis Yarvin c'est rien, c'est pas vraiment un intellectuel, c'est pas un philosophe, c'est quelqu'un qui se pousse un peu du col. Je répondrai deux choses par rapport à ça. La première, c'est quand même que il reste assez central, c'est-à-dire que tous les gens qui ont beaucoup plus d'influence que lui, que ce soit une influence politique, une influence économique, l'ont lu, le connaissent, échangent ou ont échangé avec lui. Donc voilà, il parle quand même dans des oreilles, et dans des oreilles qui sont des oreilles de gens assez puissants et influents. Et ensuite, Yarvin, il est assez emblématique de ce qui est l'une des caractéristiques du technofascisme, qui est cette espèce de buffet dînatoire idéologique. C'est-à-dire que c'est la computation entre des idéologies, des pensées qui peuvent être parfois assez opposées, voire carrément contradictoires, pour faire ensuite sa petite tambouille. C'est pour ça que je disais que c'était une expérience pénible de le lire. Ouais. C'est parce qu'il passe toujours du coq à l'âne, d'une référence à une autre, il manie comme ça tout un tas de choses, mais lui, là où il est un peu central, c'est que la clé de la pensée de Yarvin, c'est qu'il faudrait diriger le pays, à commencer par les États-Unis, comme une entreprise, et qu'à ces fins-là, il faudrait une sorte de monarque CEO, de grands patrons qui ne soient pas alors de pouvoir divin, mais qui puissent se désigner, et qui puisse être désigné notamment parce qu'il a un gros cerveau, un gros QI, et qu'il sera le mieux armé pour diriger le pays. On voit du coup en quoi Donald Trump peut être, non pas l'incarnation peut-être, mais le véhicule qui permettrait d'aller vers ça. Et Yarvin
assez tôt, en fait, avait préconisé un certain nombre de mesures qui, aujourd'hui, sont mises en application pour certaines. C'est-à-dire que l'un des mots d'ordre de Yarvin, c'est-à-dire il faut reprendre le pouvoir, et une fois qu'on aura repris le pouvoir, il avait fondé cet acronyme, ce sigle RAGE, donc Retire All Government Employees, donc mettez tous les salariés gouvernementaux à la retraite. En gros, on a le Dodge, quoi. Voilà, et on va y revenir, mais ça va donner lieu au Doge, j'imagine. Voilà, le projet 2025, donc échafaudé par l'Heritage Foundation, ce très puissant think tank conservateur, dont Trump s'était beaucoup détaché pendant la campagne et qu'il a quand même finalement assez embrassé. Et l'idée, c'était de purger l'État fédéral. Donc on revient à nouveau sur cette idée de purification, de remplacer des gens qui sont considérés ou suspectés d'être déloyaux par des gens, pour reprendre l'expression là de J.D. Vance, des gens à nous. Et donc Yarvin, on va dire, c'est un bon thermomètre pour mesurer les dynamiques qui sont à l'œuvre. Sachant que lui est assez critique de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, puisqu'il pense que ça va pas suffisamment vite, pas suffisamment loin. Ah bah oui, du coup. Et que le projet n'est pas complètement réalisé de son point de vue. Alors les amis, il faut qu'on vous confesse un truc, on arrive à un moment clé de l'épisode où on arrive normalement au bout du temps qu'on se donne sur cette séquence, mais et Cyril et moi avons des questions. On a une espèce de fight intérieur entre nous à coups de regard. Et avec la table de mixage aussi, regarde, hop là, voilà. Et donc du coup, oui, non mais parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup des États-Unis. Ah bah du coup il y va. Bah ouais. Enfoiré. Je fais comme J.D. Vance. On a beaucoup parlé des États-Unis, on a cité un nom européen parce que britannique, mais est-ce qu'on a des signaux en Europe, sinon en France? Est-ce que ces figures-là ont suscité des vocations chez nous, ou est-ce que ça reste encore très américain pour le moment? Je peux apporter quelques éléments de réponse. Déjà, comment dire, il y a toujours eu, notamment au sein de l'extrême droite française, une certaine fascination pour ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le parti qui incarne le mieux cette volonté d'établir un canal entre le technofascisme américain et la France, c'est Reconquête. Sarah Knafo présente lors de l'investiture de Donald Trump, Sarah Knafo qui prend des positions très explicites sur certaines des technologies que je qualifie technofascistes comme les cryptos. Voilà. Donc on a quand même en France cette volonté d'implanter de cette bouture idéologique du libertarianisme qui, quand même, historiquement, est marginale dans notre tradition continentale européenne. Mais il y a un appel d'air qui se crée aujourd'hui et un canal direct via notamment Reconquête dans l'extrême droite française. Par ailleurs, et au-delà des figures politiques, voilà, peut-être qu'on y vient, mais au-delà des figures politiques, est-ce qu'on a des intellectuels comme Nick Land, est-ce qu'on a des patrons d'entreprise comme ceux qu'on a cités, qui sont totalement imbibés de cette idéologie technofasciste, au-delà des politiques français et européens qui, évidemment, quand on parle du RN ou de Reconquête, on se doute bien que la notion de fascisme, elle n'est pas très loin. Des patrons de la tech qui embrassent le logiciel de l'extrême droite, oui, il y en a. Enfin, je veux dire, dans la tech française, tout le mouvement souverainiste à divers degrés. Vous avez également des patrons qui seraient plus arrangés dans une étiquette du libertarianisme. Pierre Noisa, par exemple, patron d'une plateforme crypto, alors qu'il n'est pas le plus gros exchange français, mais affiche très clairement les couleurs Reconquête en particulier. Vous avez le souverainisme technologique tel qu'il est incarné, par exemple, par le patron de Whaler, entreprise tech, là encore. Alors, j'irai pas forcément jusqu'à les qualifier de technofascistes, mais si la question c'est est-ce que nous avons des boutures en France? Oui, la réponse est oui. Alors, pas avec une ampleur telle que ça s'exprime aux États-Unis, mais je pense qu'il y a une fascination patente d'une partie de nos élites technologiques françaises pour ce qui se passe aux États-Unis, effectivement. Vous évoquez dans le bouquin d'ailleurs une soirée à laquelle un journaliste avait réussi à accéder, où il y a une forme de... C'est moi qui suis allée. Oui, c'est toi. Hein. Oui, donc vas-y. Juste en 2 mots pour laisser la place à Nick. En France, alors c'est très groupusculaire. Je ne vais pas dire que ça fait qui sont légion, ces gens-là, mais il n'empêche que il y a eu une soirée à laquelle j'ai assisté qui visait à implanter en France une start-up qui s'appelle Praxis, qui est un peu une des têtes de pont du mouvement sécessionniste libertarien. Donc, c'est vraiment cette idée de s'affranchir de l'État pour aller créer sa propre juridiction privée ailleurs, avec ses critères, notamment de hiérarchie raciale et de genre assez stricts. Et il y avait effectivement en France une petite réunion qui s'est tenue fin 2023 à laquelle j'ai pu assister et que je relate dans le livre. Je voudrais juste ajouter deux choses assez rapidement. Peut-être un point français puis un point étranger. Le point français, c'est que on a quand même quelqu'un qui prend de plus en plus d'épaisseur dans le paysage
économique, politique et médiatique qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, qui quand même aujourd'hui est le premier business angel de France. Et Pierre-Édouard Stérin, moi je lui trouve quand même un cousinage un peu éloigné avec un Peter Thiel, dans la mesure où, comme Peter Thiel, son portefeuille d'action peut être interprété dans une certaine mesure, hein, pas complètement. Je veux dire, les croquettes pour chat ou les matelas, c'est difficile d'y déceler un ferment technofasciste, mais il y a plein d'autres investissements où c'est beaucoup plus évident. Voilà, le portefeuille d'action peut être lu comme un manifeste politique. J'oublie pas que le livre de chevet de Pierre-Édouard Stérin, c'est 2-0 à 1 de Peter Thiel. Donc voilà, il y a quand même une filiation comme Peter Thiel. Et puis le deuxième élément, et qui répond peut-être de manière un peu plus générale à la question, c'est que on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un fascisme ou des fascismes? Est-ce qu'il y a un technofascisme ou des technofascismes? Et je disais que c'était très composite. L'une des caractéristiques, c'est que nous, on a appelé ça la pensée en API, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur le caractère très polymorphe de la pensée d'un Curtis Larvin. C'est que d'un pays à l'autre, des dirigeants politiques vont pouvoir se saisir de ce logiciel-là, de certains éléments de bout de code quelque part pour faire leur propre tambouille. Et donc on se retrouve avec un banc d'essai de différentes marques, entre guillemets, du technofascisme. Moi je trouve qu'un quelqu'un comme Nayib Bukele, par exemple, le président du Salvador, autoproclamé quand même dictateur le plus cool de la planète, sympa. Qui est ça donne envie du coup. Le sous-traitant carcéral de la politique de Donald Trump, hein, c'était quand même cette méga prison qui a été construite pour accueillir les délinquants, les pires, les plus graves, etc. Bon, dans un pays qui est ravagé par la violence, hein, ça personne le nie. Mais aujourd'hui, il est en train de s'installer, il est en train de s'installer durablement. Il est déjà en train d'essayer de voir s'il peut pas modifier la Constitution, parce que finalement, une fois qu'on est au pouvoir, c'est très bien d'être au pouvoir, et puis tout le monde a l'air très satisfait. On pourrait avoir comme ça d'autres émanations. Javier Milei en Argentine, même certains éléments de maudit en Inde peuvent correspondre aussi à notre... donc il y a un mouvement un petit peu général et surtout c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il ne part pas de manière totalement verticale des États-Unis, c'est-à-dire que c'est un peu comme Nastasia parlait des boutures, c'est un peu comme le bambou, vous savez, le bambou ça pousse et puis parfois on trouve une racine beaucoup plus loin parce que ça va très en profondeur, et donc là peut-être qu'on va voir à un moment ressurgir une racine dans tel ou tel pays, à des endroits où on n'a pas forcément... J'ai une question, mais qui va exiger malheureusement une réponse très courte de votre part. Là, on parle d'idéologie, vous nous avez parlé des figures, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses dans la loi qui préfigurent en France ou en Europe une forme de technofascisme qui pourra arriver? Je pense notamment à toutes les lois sur la surveillance qui ont été renforcées après les attentats ou après le Covid, par exemple. Aujourd'hui, effectivement, la fascination, la fétichisation des technologies de sécurité par les gouvernements, et Dieu sait qu'en France, on est particulièrement friand de ça. Je pense que dans les pays européens, on est vraiment parmi les plus... François Bayrou s'en félicitait d'ailleurs il y a quelques jours. Il se félicitait qu'on ait un des meilleurs systèmes de sécurité alimentés par la technologie en Europe. Voilà. Génial. On est complètement envoûté par ça dans un pays qui a proclamé depuis maintenant 40 ou 50 ans que la sécurité est la première des libertés, ce qui nous a embarqué dans une direction un peu, une pente un peu glissante. Aujourd'hui, si on veut tirer le fil et voir la manifestation, la matérialisation de choses sur lesquelles on alerte quand même depuis assez longtemps, quand on regarde aux États-Unis, on va retomber sur Peter Thiel, mais quand on regarde Palantir, qui est peut-être l'entreprise la plus signifiante de Peter Thiel, qui donc gère ces immenses volumes de données à des fins prédictives, qui travaille ou a travaillé avec un certain nombre de services de police, de services de renseignement, de grandes entreprises, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à l'ICI de tourner? Qu'est-ce qui met en musique, quelque part, cette infernale politique migratoire qui consiste à avoir une administration comme ça de la déshumanisation, qui consiste à aller rafler des gens devant leur propre famille pendant qu'ils sont en train de travailler, etc. C'est Palantir. C'est les technologies de surveillance qui sont derrière avec Palantir. L'ICI, couplé à Palantir, est la manifestation la plus visible d'une privatisation d'un État punitif. Alors là, ça se manifeste de manière plus spectaculaire qu'hier aux États-Unis, mais si demain on se retrouve en France ou en Europe avec des gouvernements qui sont encore plus à droite que ceux d'aujourd'hui, je ne vois pas ce qui nous immuniserait contre ce genre de dérive. Ok, c'est l'heure de prendre une petite respiration avec donc la grande première de Laura Siboni dans Mémoire vive. Mémoire vive. S'il te plaît, explique-moi l'IA. Hein?
Explique-moi l'IA. Mais je ne sais pas, je peux faire du Python, ouvert ou fermé. Ça ne fait rien, explique-moi l'IA. Alors, imagine une boîte noire. L'IA, c'est ça. Non, sérieusement. Alors, commençons par voir de quoi se compose l'IA. Autant que je puisse en juger déjà de 2 voyelles. I, A. Le I se forme en rapprochant les mâchoires et en écartant les coins de la bouche vers les oreilles. I. I. Le A en ouvrant fort la bouche. Tu te moques de moi? Ce n'est pas avec le petit prince ou le bourgeois gentilhomme que je vais comprendre l'IA. Mais l'IA est faite de ces références et de ces mythes. C'est une chimère. L'intelligence artificielle d'abord. C'est un vaste malentendu. L'expression apparaît en 1956 à la conférence de Dartmouth aux États-Unis, qui réunit des neuroscientifiques, des statisticiens et des mathématiciens, avec pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain en le simulant sur des machines. Les machines, en 1956, c'est une salle entière pour la capacité de stockage qu'on a aujourd'hui dans une clé USB. Comme Enigma, des salles avec des diodes et des fils partout. Voilà. Dartmouth, c'était la conférence la plus coûteuse de l'histoire quand on la rapporte au nombre de participants. Alors, les organisateurs se sont tournés vers la fondation Rockefeller pour la financer. Seulement, parler de statistiques computationnelles, ça faisait pas très envie. C'est là qu'ils vont forger le mot d'artificial intelligence. Il est pourri ton accent. Justement, si je dis que c'est un vaste malentendu, c'est parce qu'intelligence, en anglais, le mot qu'on retrouve dans les intelligence services, là où travaille James Bond, intelligence, c'est d'abord le renseignement, la capacité à donner du sens à de l'information, à comprendre un problème. On l'a traduit un peu rapidement en français par intelligence. Mais en français, par intelligence, on entend surtout la créativité et la transcendance de l'esprit humain. Et ça a donné des ambitions sans doute plus larges que ne l'était celle de l'origine. Donc ce champ de recherche, l'IA, a vite trouvé des applications technologiques qui, grâce à l'explosion des capacités de production et de stockage de la donnée, d'une part, et de la puissance de calcul d'autre part, permettent aujourd'hui de faire de la génération de textes, de sons, d'images, de vidéos, un peu de ce qu'on veut. Et comme les usages se sont démocratisés, cela a tendance à masquer toutes les IA analytiques qui continuent de collecter et d'analyser les données. Les IA analytiques? Oui, celles qui ne génèrent pas, mais qui trient, qui associent, qui recommandent. Celles-là, on les utilise au quotidien, sans même s'en rendre compte la plupart du temps. Ce sont celles qui vont sécuriser notre compte bancaire, nous éviter d'être noyés sous les spams, optimiser les recherches sur Internet, recommander de la musique ou des films, et qui rendent ma grand-mère complotiste. Mais donc, c'est quoi l'IA? C'est beaucoup de choses. Si on considère avec l'Académie française que c'est le champ interdisciplinaire, théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines, alors la chose existait bien avant le mot, on en reviendra à la naissance des algorithmes. Si on pense plus sobrement que c'est une approche statistique de la donnée, alors on fera ensemble, et avec André Mauroy, un petit exercice de rétrofuturisme, le futur tel qu'on l'imaginait au siècle dernier. Si on y voit une manière de perdre le contrôle et le goût de la création, je te partagerai l'histoire du Léviathan, de Joseph Roth. Si on croit que c'est une bulle spéculative, beaucoup de bruit pour rien, tu ne pourras pas échapper à l'histoire du Turc mécanique et de Mechanical Turk. Si on voit dans l'IA une nouvelle forme d'intelligence qui nous échappe, alors on va se faire quelques frissons avec le golem et golem.ai. Si on aime surtout l'imaginaire de l'IA fait de nombreuses références à la science-fiction, je te révélerai quelques secrets sur Grok. Mais au fond, je crois que l'IA, c'est tout ça à la fois, et j'en explore les facettes dans Mémoire vive, la chronique de Trench Tech, dédiée aux mythes et aux légendes qui façonnent notre vision de l'IA. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors donc on vient de faire le point, le technofascisme s'annonce comme un système global et en partie assumé. Il faut regarder maintenant comment il se déploie concrètement. Derrière les discours d'innovation, de disruption drapés de l'imaginaire du progrès, évidemment, les idéologues de la tech, dont on a cité quelques noms à l'instant, puisent le plus souvent dans les théories les plus conservatrices, étonnamment, voire les plus réactionnaires. Bref, le Moyen-Âge du futur pour vous piquer ce titre formidable d'un des chapitres de votre bouquin. Et alors, au programme, Mick, conquérir le pouvoir, mais en sapant les institutions actuelles, fragmenter les nations et les peuples et franchir les limites. Attention, toutes les limites, y compris biologiques. Alors,
À quels exemples assistons-nous actuellement et à quoi pourrait ressembler demain si ces logiques s'imposent? On va commencer avec toi, Olivier. Ça va être la partie qui va devenir flippante de l'épisode. Là. Ah bah là, accrochez vos ceintures, c'est parti, parce qu'on commence avec conquérir. On aimerait bien comprendre, donc dans ce triptyque, conquérir, ça semble frapper au coin, non pas du bon sens, mais en tout cas historiquement, tous les États ont voulu à un moment donné conquérir, donc ça s'appelle entre autres l'impérialisme, mais vous nous parlez d'un nouveau régime où l'autorité s'administre comme un service. C'est vraiment l'État as a service, quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chapitre conquérir concrètement, et si tu peux nous donner un exemple emblématique pour qu'on comprenne bien? Effectivement, on a découpé, c'est un peu comme les étages d'une fusée, hein, on va dire, qui est peut-être une fusée SpaceX ou n'est pas une fusée SpaceX. Et conquérir, parfois ça pète, c'est la stratégie politique, c'est-à-dire, voilà, parfois ça pète, c'est ça, c'est la stratégie politique. Quand on parle de l'État qui serait administré comme un service, tu disais l'État as a service, moi je parle de souveraineté as a service, donc as a service pour reprendre une terminologie logicielle, une terminologie informatique. Mais je pense que dans le bouquin, il y a un paquet comme ça de métaphores qui sont un peu puisées dans le champ lexical de l'informatique, mais c'est aussi parce que face à des gens qui voient le monde avec des yeux d'ingénieurs, c'est intéressant, je pense, de mobiliser des éléments qui permettent justement de mieux cerner le vocabulaire avec lequel eux ils parlent et la manière, les lunettes avec lesquelles ils voient le monde. Donc dans cette phase de conquête, si on part de l'exemple américain qui est évidemment on va dire la boîte de pétri un peu là dans laquelle on peut observer ce qui est en train de se passer, là, le bouillon de culture. Moi, il y a un exemple que je trouve particulièrement signifiant, d'ailleurs il est tellement signifiant qu'on ouvre le livre avec ça, qui est l'exemple du Doge, donc le fameux Doge d'Elon Musk. Alors, tout a un sens chez les technofascistes, c'est quand même, ils sont toujours très référencés, c'est-à-dire que le Doge, c'est à la fois la crypto-monnaie parodique, le shitcoin promu par Musk, c'est aussi, moi je pense au Doge de Venise, donc on a le souverain. Alors, ils ont surtout retenu la partie droit plutôt que la partie devoir, hein, parce que Doge c'était très codifié, il n'était pas très libre de ses mouvements, le Doge, il ne pouvait pas quitter son palais s'il n'était pas autorisé. Voilà. On a plutôt retenu le côté souverain, ce qui nous arrange, élite, désigné par ses pairs, etc. Et l'objectif du Doge, c'est la mise en application du programme qui était là aussi le programme échafaudé par l'Heritage Foundation et le projet 2025 dont on parlait tout à l'heure, qui est la purge de l'État fédéral. La purge de l'État fédéral pour, à mon sens, deux raisons. La première, c'est éliminer des contre-pouvoirs ou des institutions qui sont considérées comme des institutions ennemies. Et là aussi, on est dans une logique d'affrontement, de désignation de l'ennemi qui est très liée à une figure comme la figure de Carl Schmitt, par exemple. C'est-à-dire que Curtis Yarvin, par exemple, parle, lui, de la cathédrale. La cathédrale, ce serait toutes ces institutions progressistes, plus les médias, les grandes universités, etc., qui tiennent en serre, pétrifient la société américaine et dont il faudrait s'affranchir. Et puis c'est une vieille ficelle, c'est pour réunir des gens, il faut désigner un ennemi. C'est une vision, mais c'est une vision très complotiste, mais complotiste au sens strict du terme, c'est-à-dire vraiment voir l'exercice du pouvoir comme un complot. D'ailleurs, Curtis Yarvin est un fervent partisan du red pilling, donc il faudrait prendre la pilule rouge comme dans Matrix pour pouvoir voir le monde tel qu'il est vraiment. Ils ont peut-être trop lu de science-fiction, en fait, tous ces mecs-là, non, quand même, finalement. Ça nourrit énormément leur discours, ça c'est sûr. On va dire, il y a une porosité ou une superposition entre le futur tel qu'il le fantasme et la réalité. Le Doge, pour revenir là-dessus, met en application quelque part cette volonté de purge, de purification. Alors aujourd'hui, vous trouverez des gens qui vont vous dire oui, mais le Doge, c'est pas allé au bout parce que regardez, Elon Musk, il a quitté le gouvernement, il avait ce statut très particulier d'employé spécial qui n'était pas tenu à des impératifs de transparence, donc il était vraiment hors du droit, hors de tout principe de responsabilité, ce qui nous a donné d'ailleurs quelques scènes complètement surréalistes. Vous avez Elon Musk, son fils sur les épaules, dans le bureau ovale en train de parler, et tout à coup on a l'impression que le pouvoir s'est déporté et que Donald Trump est les bras croisés à son bureau en train de l'écouter, ce qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que c'était lunaire, Trump est dans comme une ça, pièce, bien c'est sûr. Donald Trump.
Donc on avait ce phénomène-là comme ça. On se demandait qui tenait vraiment le pouvoir. Alors certes, aujourd'hui, Elon Musk a quitté l'administration, a quitté le Doge. Ça ne veut pas dire que le Doge est disparu. Ça ne veut pas dire que ce projet de purification, qui au passage a quand même des effets très réels, hein, c'est-à-dire que tous les programmes, je pense à l'USAID, qui ont été complètement sapés, comme ça, dépouillés par le Doge, ont causé des morts et continueront d'en causer parce qu'il y avait des programmes de santé dans un certain nombre de pays en développement, etc. Ce programme-là, il continue. À qui Donald Trump a confié la suite du Doge une fois qu'Elon Musk est parti? Il l'a filé à quelqu'un qui s'appelle Russell Vought, qui est inconnu au bataillon pour 99% des gens, y compris probablement aux États-Unis, qui est le type qui est chargé d'échafauder le budget, fonction assez centrale, mais ce serait un peu comme il est à la fois un peu DSI, un peu DRH du gouvernement, et Russell Vought était l'une des chevilles ouvrières du projet 2025. Et on revient quand même, pas de secret. On reste dans cet environnement-là. Le Doge, pour moi, remplit exactement la même fonction que le ministère de la dérégulation chez Milei, qui a licencié des dizaines de milliers de fonctionnaires. C'est que c'est à la fois le poste avancé d'une politique de subversion des institutions, parce qu'il faut affaiblir ces institutions pour mettre en œuvre les étages suivants de la fusée. C'est ça, et c'est flatter les affects de son électorat aussi, c'est-à-dire que la promesse de la purge, elle était annoncée dès le départ. Ouais, dès le départ. Mais donc c'est la conquête, pour revenir à ce terme et ce verbe conquérir, c'est la conquête par la désubstantialisation en quelque sorte et le discrédit des institutions en place qui sont désignées presque comme un ennemi intérieur. Dans ce que vous décrivez, on a l'impression qu'il y a des grands idéologues, finalement assez peu connus du grand public, vous avez cité leur nom. Il y a ceux qui sont aux manettes politiques, Trump et autres. Et puis, il y a aussi tous les exécutants, on pourrait dire, de la tech. Je pense à Zuckerberg, je pense à Google, etc., qui ont prêté allégeance à un moment donné. Et on n'a pas l'impression qu'ils aient complètement joué un rôle dans le jeu idéologique. Puisque même avant, Zuckerberg, par exemple, il n'y avait pas du tout des prises de position masculinistes, bien au contraire pour Facebook. Et là, il retourne sa veste. Ouais, même si le projet initial de Facebook n'était pas peut-être masculiniste, mais quand même très miso à la base. Donc, bon. Il se faisait quand même le chantre de l'intégration d'une diversité dans les équipes à une certaine époque. Hein. Oui, on est d'accord. Bon, bref, qu'est-ce que ça veut dire cette allégeance? Est-ce que d'abord, ma vision entre les idéologues et les exécutants de la tech est juste? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire cette scène lunaire aussi d'allégeance qu'on a eue des géants de la tech à la politique de Donald Trump? Plusieurs éléments de réponse. Pour commencer, pour partir de Mark Zuckerberg et de cette espèce de mythe selon lequel il y aurait une conversion opportuniste d'une tradition démocrate, favorable, on va dire, à ce que les Américains appellent the liberals, ceux qui sont ouverts en termes de genre, d'ouverture à la diversité, etc. Historiquement, quand même, la tech, si on met de côté cette dimension pseudo-libérale, est articulée à l'État dans sa dimension régalienne. Donc, historiquement, la tech est contractante de l'État américain, du Pentagone, et fournit ses services technologiques pour ce qui est du régalien, donc autant la surveillance que l'armée, finalement. Donc déjà, ça tord un petit peu le coup à l'idée que tout d'un coup, les démocrates de Facebook se sont transformés en méchants réactionnaires libertariens. Il y a quand même une historicité de ces liens-là, ce qui permet de faire le pont avec l'idée que la purge opérée par le Doge est une purge de l'État social, en correspondance absolue avec les impératifs libertariens, et non pas spécifiquement une purge de l'État régalien. Les contrats militaires continuent d'être la manne principale de nos idéologues technofascistes, Peter Thiel en milieu, avec Palantir, Olivier l'a très bien montré, de la même manière que Bezos avec ses services de cloud, et Meta et Google aussi, qui sont vraiment, ils ont des contrats colossaux avec le ministère des Armées américain. Donc finalement, c'est avant tout l'État social qui est remis en question, plutôt que l'État politique ou de l'armée, où ça continue de fonctionner de la même manière. Bon, mais alors, qu'est-ce que veut dire cette espèce d'allégeance qu'on a eu des grands patrons de la tech? Mais elle est dans le siège de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire que cette allégeance vient sécuriser un accès politique et économique, vient sécuriser des contrats, mais même si ces contrats, ils étaient déjà tissés.
Je veux dire, Mark Zuckerberg n'a pas attendu janvier 2025 pour avoir des contrats avec l'armée américaine. Mais en faisant allégeance à Trump en janvier 2025, il s'assure que l'administration à venir ne va pas mettre en péril cette rente. Oui. C'est un calcul purement commercial. Bah oui, et puis il a bien compris que justement, comme l'idée c'était de faire un peu le ménage de tout ce qui gênait, il pouvait faire partie des prochaines cibles si ça continuait. Juste un tout petit point avant de passer à la prochaine question qui porte sur la fragmentation, sur ce chapitre fragmenté. Vraiment en 2 mots peut-être chacun, et on va commencer avec toi Olivier si tu veux bien. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de libertarianisme et des libertariens, dont on a souvent parlé dans Trench Tech. Et cet été, il y a eu un petit clash sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui nous dit, qui vit en Silicon Valley, qui nous dit mais vous avez rien compris, on ne peut pas dire que les libertariens sont technofascistes parce que précisément c'est à l'opposé de l'idéologie libertarienne. Donc est-ce qu'il n'y a pas une confusion à un moment donné sur les définitions libertarianisme et technofascisme? Juste en quelques mots pour remettre la mairie au centre du village. Je pense que alors il y a 2 choses, c'est que il y a un libertarianisme, alors qui est plus effectivement de tradition anglo-saxonne que strictement française. Je pense qu'il y a eu une erreur de diagnostic de notre côté, et quand je dis nous, c'est un nous collectif, sur le caractère libertarien des gens qu'on avait en face de nous. C'est-à-dire que voir un Peter Thiel comme un simple libertarien, quand c'est en réalité un national-populiste, et que c'est un national-populiste depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il a quand même écrit un bouquin en 95 qui s'appelait Le mythe de la diversité. Il éditait une feuille de chou quand il était étudiant à Stanford, qui était anti-woke avant l'heure. Donc, dire le ferment était déjà là. Quand vous montez une société comme Palantir, on ne peut pas dire que Palantir soit la société la plus libertariano-compatible. C'est quand même ça. Aujourd'hui, la mise en œuvre avec l'ICI, on ne peut pas dire qu'en termes de respect de l'individu et des libertés individuelles, ce soit la panacée. Il y a une expression de l'historienne Sylvie Laurent que j'aime bien qui parle du libertarianisme comme d'une impunité réactionnaire. Et je pense que pendant longtemps, ça a agi comme un masque. C'est-à-dire qu'on a vu comme ça un libertarianisme assez inoffensif. On se disait, bon, voilà, ils veulent juste se désengager de l'État, ce qui nous a poussé à sous-estimer ce qu'on essaie de cartographier aujourd'hui, à savoir le fait que c'est un projet qui est un projet ségrégationniste, qui est un projet raciste, qui est un projet suprémaciste, qui est un projet fasciste. Voilà, et tout ça, on l'a pas vu parce que la grille de lecture libertarienne ne permettait pas de saisir ce phénomène-là. Donc moi, je suis pour liquider ce terme. Tu nous fais un bon lien avec ce qu'on voulait évoquer pour la suite, qui est donc cette fois cette fragmentation qu'ils essaient de mettre en place. Est-ce que finalement on parle d'une nouvelle forme d'utopie ultralibérale, et ça va bien avec les notions d'accélérationnisme que vous nous avez dit ou autre, ou est-ce qu'on peut même parler de sécession antidémocratique? Et je pense que vous avez quelques exemples assez concrets à mettre en avant aussi. Oui, donc la deuxième partie, fragmentée, correspond à cette stratégie politique de l'affaiblissement de la forme État, de son dépassement même. Comment on dépasse l'État-nation? Effectivement, de façon, j'ai envie de dire, endogène, en attaquant ces institutions, en les affaiblissant au maximum. C'est la partie conquérir, et c'est ce qui s'opère via le Doge. Mais on affaiblit l'État-nation aussi en le mettant en concurrence. Quelle autre manière de le mettre en concurrence que de proclamer sa petite république souveraine? Alors ce ne sera pas une république d'ailleurs, ce sera une entreprise privée souveraine, et de multiplier ces juridictions spéciales qui souvent ont une forme avant tout économique. Ce sont des zones économiques spéciales mais avec des velléités de gouvernance politique propre, et en multipliant comme ça ces zones, on opère une mise en concurrence susceptible, selon le logiciel là quand même libertarien, susceptible de créer un marché, d'ouvrir un nouveau marché de la souveraineté nationale qui va mécaniquement affaiblir l'État, mais aussi instaurer de nouveaux standards de gouvernance. Et la partie fragmentée s'attache à montrer que ces volontés de sécession, déjà, elles sont historiques. Il y a eu plein de tentatives de sécession qui étaient vraiment de l'ordre de la marginalité, de l'expérimentation un peu farfelue, mais qu'aujourd'hui, elles tendent quand même à faire système, ou en tout cas, cette sécession est un des instruments stratégiques de mise en œuvre du projet technofasciste. Et je donne un certain nombre d'exemples. Il y a un exemple qui est très présent dans l'actualité aujourd'hui, mais c'est effectivement ce sinistre projet de faire de Gaza, de la bande de Gaza, une zone économique spéciale sous tutelle américaine, afin, je cite, d'y instaurer un régime d'abondance là où aujourd'hui il n'y aurait que ruines et désolation. En faire donc une zone économique spéciale. La fameuse Riviera proposée par Trump. La Riviera qui n'aurait rien.
proposé par Trump en reprenant quasi mot pour mot la rhétorique de Curtis Yarvin, qui avait déjà imaginé dans un de ses posts de blog cryptiques la possibilité d'un Gaza Incorporated, où l'on viendrait distribuer aux habitants un token qui correspondrait finalement à une abdication de leur souveraineté nationale pour qu'ils puissent partir du territoire en leur donnant une contrepartie finalement financiarisée, tokenisée même. Une expropriation, quoi. Absolument. Et ça montre aussi que l'idéologie de ces gens-là pénètre bien jusque dans les décisions et déclarations politiques. Oui, et surtout, ça nous permet de remettre en perspective des faits d'actualité qui sont parfois, qui relèvent presque de la pantomime, en tout cas on croyait encore, alors que ce sont des projets qui sont là depuis longtemps et qui ont été bien théorisés d'ailleurs. Encore hier, là, donc désormais ça s'appelle le Great Trust, pour reprendre le nom du projet entre guillemets porté par Trump, c'est ce fameux Gaza 2035. On te laisse continuer, pardon Anastasia. Voilà, donc ça c'est un des projets les plus sinistres, mais effectivement qui illustre la courroie de transmission qu'il y a entre ces idéologues qu'on aurait pu qualifier de complètement farfelus il y a quelques années encore, mais dont on voit aujourd'hui à quel point leurs idées sécessionnistes et totalement, mais sur un plan politique quand même extrêmement radical, comment elles peuvent trouver une mise en œuvre. Et puis, on parle également dans le livre d'autres projets qui ont une réalité physique. Je pense notamment à cette presqu'île hondurienne qui s'appelle... c'est la presqu'île, c'est le Roatan, mais est installée sur cette presqu'île une espèce de micro-société qui s'appelle Prospera, qui a déclaré d'ailleurs, qui a fait sécession, l'État hondurien, en tout cas qui essaye de le faire. Micro-société peuplée de très riches capitaux risqueurs, pour la plupart américains. Et à Prospera, on peut donc... il n'y a déjà pas d'impôt sur les sociétés, on peut innover totalement en dehors du cadre réglementaire qui s'applique notamment aux États-Unis. Donc là-bas s'expérimente tout un tas de thérapies nouvelles, comme notamment la thérapie génique qui est quand même interdite. Et voilà, c'est cette espèce de petite zone d'expérimentation. C'est incroyable, j'avais jamais entendu parler de Prospera. C'est hallucinant. Avec cette histoire. Il y a un nombre d'exemples qui vont te scier dans le bouquin, c'est incroyable. Et juste avant de prolonger justement Prospera et le fait de franchir toutes les limites, y compris biologiques. Juste un tout petit point sur cette fragmentation encore. On entend là fragmenter au sens sécessionnisme d'État et privatisation de territoire. Ok, mais il y a aussi une forme de privatisation déjà, je dirais, un peu plus endogène d'un certain nombre de services, y compris régaliens. Et tout ça, c'est nourri aussi d'une philosophie qui va puiser dans des théories économiques plus anciennes. On parle beaucoup de Hayek et puis après aussi Friedman et compagnie. Est-ce que, juste en deux mots, vous voulez nous préciser comment, avant de faire sécession complète d'un territoire, on est déjà en train de céder un certain nombre de choses et de s'en séparer à l'intérieur d'un même pays? Les sécessionnistes contemporains, ils ont lu Friedman qui lui-même, dans les années 60-70, s'émerveillait devant Hong Kong, qui est quand même un des exemples paradigmatiques de la zone économique spéciale du XXe siècle, ou encore Singapour, ou encore Dubaï aujourd'hui, qui est quand même l'illustration vraiment paradigmatique de cette espèce de zone économique spéciale, à la fois nation hyper technologique et gouvernement autoritaire qui ségrègue sa population, qui fait venir des travailleurs immigrés pour bâtir son utopie technologique. C'est le cas également en Arabie Saoudite avec Neom. Voilà, donc des sociétés où, comme le dit Queen Slobodian, le capitalisme est poussé au maximum en l'absence criante de la démocratie, mais comme le régime finalement économique permet de l'accumulation, on s'accommode finalement d'une forme d'autoritarisme. Et ces exemples-là contemporains sont une illustration un peu plus directe de cette idée aussi. Un tout petit truc, et c'est un élément, à mon avis, qui permet de saisir un peu aussi ce qui est en train de se jouer, c'est que dans ces micro-États gérés comme des entreprises, il y a l'idée qu'on va choisir son peuple, qu'on va choisir les gens qu'on gouverne. Et tous ces technofascistes sont très imprégnés de la théorie des grands hommes, notamment de Thomas Carlyle, qui était une figure des contre-lumières au XIXe siècle, et qui pensait qu'il fallait un capitaine comme ça pour tenir le navire. Donc s'il y a des grands hommes, c'est aussi qu'il y a des petites gens. Et s'il y a des petites gens, il y a qui commande et qui mérite d'être commandé. Donc il y a l'idée qu'on va éliminer les corps superflu, nuisible, et qu'on veut expulser comme ça de son micro-État qu'on aura créé. Cette pièce, ce qui, à mon avis, est peut-être
la meilleure illustration justement de ce projet sécessionniste et ségrégationniste. Bon, la théorie des grands hommes, moi je croyais que c'était Patrick Bruel, mais bon. Et donc du coup, choisir son peuple, aussi sa population, ça fait partie de ces franchissements dont on va parler maintenant. On revient aussi aux notions d'eugénisme. Donc effectivement, la troisième étape du plan, tel que vous le décrivez, c'est la notion de franchir et de franchir toutes les limites géographiques, spatiales, mais aussi les limites humaines. Est-ce que vous pouvez nous décrire finalement, Anastasia, peut-être ce qui est derrière cette étape-là? Effectivement, l'idée de franchir, c'est fermement arrimé à la croyance qui est pour le coup très américaine de cette idée qu'il y a une frontière et qu'elle doit être franchie. Le mythe de la frontière et de la nouvelle frontière est constitutif de la mythologie américaine. Ça a été d'abord la conquête de l'Ouest, et puis le spatial. C'est le pays de la liberté, de toutes les libertés qui doivent s'exprimer dans tous les sens du terme. Donc voilà, donc cette frontière doit être abolie. Mais si on conjugue cette idée historique avec, on va dire, la doctrine technofasciste, cette frontière n'est pas seulement territoriale, comme on a pu le montrer, elle est aussi cognitive, corporelle, spatiale. Et l'idéologie, finalement, qui permet le mieux de saisir un petit peu cette intention-là, c'est une idéologie qui a aussi une historicité qui remonte vraiment aux années 50, qui est le transhumanisme. En plus d'être des technofascistes, les figures dont on a parlé sont, pour leur majorité, je ne peux pas dire tous quand même, mais dans une écrasante majorité, sont des disciples du transhumanisme. Donc l'idée qu'il est nécessaire pour l'homme de mettre tout en œuvre, et notamment le progrès technique, pour dépasser sa condition, dépasser sa finitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort, notamment dans la Silicon Valley. Donc cette finitude, c'est évidemment repousser les frontières de l'âge. Donc vous avez tout un courant très très fort aujourd'hui qui est celui de la longévité. Mais vous pouvez aussi repousser l'idée même de mort. Donc c'est aussi tous ces zones dont Peter Thiel fait partie, mais dont nombre des pontes de la Silicon Valley font partie, qui vont se cryogéniser dans l'espoir d'être ressuscité plus tard, une fois que le progrès technique sera suffisant. La science aura avancé. Et enfin, la frontière spatiale. Mais en fait, on parle de transhumanisme un peu comme ça fait un peu folklore finalement de quelques agités du bocal de la Silicon Valley. Mais en réalité, quelque chose qui est aussi extrêmement fort dans cette idéologie transhumaniste et qui n'est pas forcément beaucoup discuté, c'est sa nature foncièrement raciste, eugéniste. L'idéologie transhumaniste, elle n'est pas disponible, en tout cas cette perspective de franchissement n'est pas disponible pour tout le monde, elle sera réservée à une élite. Et l'élite la plus on y revient. Dans ce régime, c'est évidemment l'élite du techno-capital que nous avons décrite, puisqu'il y a vraiment cette idée que eux sont les élus, ils sont les mieux dotés en termes d'intelligence. Ils ont créé des sociétés d'ailleurs qui sont à même de nous transporter vers cet au-delà post-humain. Donc cette élite, ça rejoue un peu le monopole de ce futur qui n'a pas de limite. Et on a des exemples dans le livre où on voit que c'est pas que un délire d'Américains, puisque le temps nous manque, on va pas pouvoir développer ces exemples-là. Oui, effectivement, en Europe, ça imprègne aussi, c'est ça que tu veux dire. Oui. Moi, j'ai une question qui me semble clé, et ça sera malheureusement la dernière au vu du temps. Moi, j'aurais bien passé 2 heures de plus avec vous. Il faudra passer une suite. Demander aux auditeurs. Bref, moi, j'ai une question clé. Pourquoi Trump se met sous cette influence-là ? Pourquoi il semble totalement céder à cette influence ? Pourquoi il affiche effectivement, comme il l'a fait, un Musk à ce moment-là ? Je ne sais pas, est-ce qu'il a perdu la tête, comme certains le disent ? Est-ce que ça sert son projet politique qui était déjà présent à son précédent mandat ? Comment il faut interpréter ça ? Le truc, c'est que faut pas oublier que dans ce fantasme d'avoir un CEO of America, Trump est le candidat parfait. C'est déjà, faut pas oublier qu'il avait essayé de se présenter au tout début des années 2000, la fameuse élection Al Gore-Bush, sous une étiquette troisième voie, et c'était exactement avec ces arguments-là. C'était: je suis chef d'entreprise, je suis un homme d'affaires, qui a réussi, donc je suis le mieux armé pour répondre aux défis d'aujourd'hui, aux défis de demain, etc. Par ailleurs, Trump partage avec toutes les figures dont on a parlé jusqu'à présent aussi une forme de plasticité. C'est-à-dire, on peut pas dire que Trump nous aura pas légué une grande idéologie du début du XXIe siècle. C'est un répertoire d'actions, parfois un peu difficile à suivre, mais par cette plasticité, il se rend assez
pour eux, on va dire, un nombre comme ça d'influences extérieures. Et puis je pense qu'il y a eu un travail qui a été un travail de lobbying des figures de la tech pour imposer un J.D. Vance à côté de lui, ce qui n'allait pas forcément de soi. J'oublie pas que J.D. Vance avait traité Trump de American Hitler en 2016, donc comme quoi il a fait du chemin. Moi, je pense qu'il y a eu un pari fait par tous ces technofascistes, grands et petits, que Trump était le véhicule assez idéal pour faire advenir ce fameux ordre nouveau dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que Trump, c'est la mèche qui va permettre d'enflammer la pièce. Vous l'avez compris, il y a encore des tonnes de questions, et puis surtout, il y en a une qu'on n'a pas pu aborder faute de temps, mais on vous renvoie vers le livre. Il y a une réflexion de votre part pour des pistes de solutions, parce que c'est bien de dresser le diagnostic, mais livrer ça et se le prendre en pleine gueule, ça fait un peu mal, on vous l'avoue. Ne pas avoir de pistes de solutions, ce serait quand même quasi criminel. Vous en proposez à la fin du bouquin. Allez les découvrir. Désolé, on aurait pu creuser, mais on n'a plus le temps. Merci Nastasia, merci Olivier d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la sortie de votre bouquin. Je le rappelle, il s'appelle Apocalypse Nerds. En plus, il a un titre phénoménal. Une couverture toute jaune comme moi. Il est repérable dans les linéaires. C'est très facile chez votre Pikachu, libraire. Exactement. Aux éditions Divergence, sorti le 19 septembre. Un grand merci, Nastasia, Olivier. Et pour vous qui nous écoutez, restez encore quelques minutes. On va débriefer avec Mick des grandes idées de cet épisode. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir, merci. Salut. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon alors moi j'introduisais avec le fait de m'être fait allumer sur LinkedIn parce que j'avais osé utiliser le mot technofascisme. Ce n'est peut-être qu'un début après cet épisode. Bon bah là maintenant, mais là j'ai quelques arguments, je sais qu'on peut l'utiliser tranquille. Ah oui. Ouais, tu vas pouvoir l'utiliser tranquille, mais qu'est-ce que tu retiens toi? Si tu avais 3 idées clés que tu retiens à l'issue de cet épisode. Bon, je trouve le projet complètement flippant. Et ce qui me fait flipper, c'est que tu sens que c'est un projet construit, assumé, avec une idéologie, avec des figures, avec des mythes qui sont déjà construits, et avec un passage à l'action qui est assez radical sur certains aspects sociaux, notamment, on l'a vu, aux États-Unis, et qui, en plus, vient un petit peu en Europe. On a eu aussi quelques exemples. Donc, ma première impression, c'est que ça me fait totalement flipper, et que je pense que c'est un épisode d'intérêt public pour faire prendre conscience de la mécanique qui est à l'œuvre derrière un peu nos usages de la tech, mais aussi derrière ces réflexions politiques qui se passent aux États-Unis. Ouais, c'est complètement flippant. Et ce que je trouve assez intéressant, je pense, pour l'auditeur, l'auditrice, c'est ce contraste saisissant entre tout le marketing, les narratifs des faiseurs de tech qui proposent une vision qui est la leur, du coup, du progrès, mais qui sont totalement imbibés d'idéologies qui sont, pour la plupart d'entre elles, hyper réactionnaires. Racisme, eugénisme, et on en a cité pas mal d'autres dans l'épisode. Et c'est ça, on retrouve finalement tous les ingrédients de ce qu'était le fascisme tel qu'on l'entend tous au XXe siècle, mais drapé de nouveau sous le terme du progrès et avec effectivement la technologie en pointe, même en moteur, ils le disaient. Moi, je pense que la technologie était un moyen. Ils nous ont montré qu'elle était vraiment au cœur du dispositif. Elle est notamment au cœur du dispositif parce que toi comme moi, on intervient beaucoup auprès des entreprises et en ce moment avec l'IA, tout le monde te dit encore plus qu'il y a quelques décennies, on a l'impression que tout va vite et ça accélère. Et nous l'ont dit, l'accélérationnisme, c'est une variable hyper importante parce que on appuie à fond sur la pédale de l'accélérateur pour envoyer le système actuel dans le décor de sorte à faire place plus rapidement à un nouvel ordre. Moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est ce projet de laboratoire au Honduras, donc Prospera, un espèce d'espace totalement en dehors du temps, en dehors des frontières, en dehors des réglementations aussi, pour permettre d'expérimenter totalement cet accélérationnisme, toute l'idéologie Tescril. On ne l'a pas bien détaillé, mais vous pouvez aller écouter une tech entre les lignes de Louis Diesbach qui l'avait admirablement expliqué, cette idéologie. Donc en plus, c'est doté de laboratoires totalement autonome et totalement libertarien. Oui, c'est ça. On veut pouvoir faire ce qu'on a envie d'expérimenter. On veut surtout rester entre nous. Et puis, sur les micronations, on peut aussi renvoyer à un patch tech de Fabienne Billa qui nous avait parlé des micronations. Ce que je retiens également, pour faire rapide, c'est que c'est pas qu'un truc qui se passe ailleurs, d'allumer américain, qu'il soit libertarien ou je ne sais quoi encore, parce que on a évoqué ce clash. Il y a forcément des émanations, ça infuse en Europe.
On a cité quelques noms et quelques exemples, il y en a d'autres dans le livre. Donc, soyons éveillés sur ce sujet. Il faut garder les yeux ouverts. French Tech. Et voilà, on vient de passer plus ou moins 60 minutes ensemble et vous en savez plus normalement maintenant sur les nerds de l'apocalypse, ces acteurs d'un technofascisme qui nous guettent. On espère que cet épisode vous inspirera et vous permettra d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique. Et si c'est le cas, eh bien soyez sympa, montrez-le nous, postez un avis 5 étoiles sur les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, enfin vous les connaissez, levez un pouce sur YouTube et surtout, partagez cet épisode autour de vous. Et avant de nous quitter, je vous rappelle cette citation d'Antonio Gramsci pour prolonger votre réflexion. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. À la prochaine.